Ça fait 6 mois qu'à chaque fois que vous mettez sur la balance, vous frôlez le malaise. Tous les jours, un peu plus. Il y a eu le confinement, où là, on a grignoté, il y avait un repas supplémentaire, même à midi. Et puis après, il y a eu les vacances, il y a eu l'apéro, le barbecue, le rosé, enfin bref, une catastrophe, un déséquilibre alimentaire complet. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'on allait suivre un régime alimentaire. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûr. On va en parler tout à l'heure avec Myriam, notre diététicienne nutritionniste. Et puis, on va relayer vos questions et vos commentaires sur ce thème. Un thème cher à Zach, n'est-ce pas, Zach? Oui, un grand adepte du yo-yo, effectivement. Tu as pris combien là pendant 2, moins 2, plus 2, moins 3, plus 3. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Personne n'y croit. Il te reste combien à la fin? À la fin, je dois être stable. Tu es stable? Ouais. À plus combien? À plus 3. À plus 3, on est bien d'accord. Alors, on va parler du poids qu'on a pu prendre. Zach, tu vas nous relayer non pas tes angoisses personnelles, mais celles de nos internautes. Hein, Alors que j'aurais adoré vous relayer juste mes kilos cette fois-là. Tu peux, mais tu vas pouvoir en parler puisqu'on va tout de suite voir ça avec Myriam, qui est notre diététicienne et nutritionniste et qu'on reçoit tout de suite. Bonjour. Bonjour Myriam. Tu ne dois pas chômer en ce moment, non ? Non, beaucoup de monde a pris du poids durant le confinement avec les apéros en visio, les petits grignotages de l'enfermement et pour calmer aussi les angoisses. Puis, il y a eu l'été, la liberté retrouvée, beaucoup en ont profité et tant mieux, c'est important de retrouver sa famille et ses amis. Mais les kilos se sont cumulés. Et donc, tout le monde se dit pratiquement, il va falloir que je me mette au régime. Oui, et c'est difficile de résister aux publicités que l'on peut voir qui nous promettent de perdre 5 à 6 kilos dans le mois, soit par la vente de produits ou de régimes stricts, voire supprimer certains groupes d'aliments. Alors, les régimes sont décriés par pratiquement tous les spécialistes. Comment l'organisme réagit finalement ? L'organisme, si on fait un régime à basse calorie, parce que pour perdre autant de poids, forcément, il faut être dans une restriction, c'est-à-dire souvent en dessous du métabolisme de base, qui est le minimum vital quand même pour vivre. Donc le corps va être stressé et il va tout faire pour survivre. Alors, il y aura quand même on va quand même perdre du poids? On va perdre de la masse graisseuse? Alors oui, en partie, mais on va surtout perdre de la masse musculaire et de l'eau. D'accord. Mais le problème, c'est que tous ces gens, moi le premier, c'est parce qu'on est sur le chiffre de la balance. C'est ce chiffre psychologique qu'on veut voir descendre. Voilà, on veut voir un joli chiffre sur la balance, mais il faut le faire intelligemment au risque de perdre plus de muscles que de gras. Voilà, et le problème, c'est qu'il y a des risques de reprise de poids, parce que Zach nous parlait tout à l'heure de l'effet yo-yo, on a l'impression qu'on ne peut pas y échapper. Le corps ayant été stressé par cette perte de poids, il va nous pousser à consommer plus, on risque de craquer en plus, il va y avoir des compulsions et puis il y aura de la culpabilité et du coup on va reprendre du poids. Malheureusement, on ne récupère pas les muscles en premier, on récupère du gras qui va s'installer au niveau des organes, ce qu'on appelle la graisse viscérale et on sait aujourd'hui que la graisse viscérale, c'est ce qui est le plus dangereux et qui augmente les risques de diabète et toutes les maladies cardiovasculaires. Et puis on sait que les cellules graisseuses des adipocytes, elles vont se vider de leur gras, donc on va perdre du truc, mais les cellules, elles sont là, elles demandent qu'à se remplir comme un ballon de... Ça, elles n'ont pas disparu. Finalement, ces kilos qu'on a pris pendant le confinement ou pendant l'été, on va les traîner toute sa vie ou pas? Certainement pas en faisant ce type de régime strict, mais en adoptant une alimentation plus équilibrée. Voilà, on nous en parle beaucoup, ça, j'en parle aussi beaucoup de l'équilibre alimentaire, manger équilibré. Tout ça paraît tellement simple que c'est presque trop facile. Eh bien, il faut croire en son corps. Notre corps est tout à fait capable de nous dire ce dont il a besoin. S'il est en surpoids, il va créer de lui-même un petit déficit pour justement éliminer ces kilos qui sont en plus et qui lui pèsent. Il est compliqué ce combat du poids. Oui, non, mais de manière vraiment sincère. Et franchement, vu de l'extérieur, excuse-moi, je t'ai jamais vu torse nu, mais enfin, t'es bien, enfin, t'as un corps de rêve. Merci. T'as combien de kilos en trop, toi? Je pense que sincèrement, j'ai 6 kilos en trop. D'accord. Eh ben, on va t'expliquer comment les perdre tout de suite. Donc, pas de régime, pas de restriction? Non. En fait, on va adopter une alimentation équilibrée en mangeant de tout.
Alors, je peux vous donner aujourd'hui quelques pistes. Ouais, bien comment sûr, on va mettre ça en place? voilà. Parce que ça paraît, une alimentation équilibrée pour perdre 6 kilos, ça paraît assez long, quoi. Tout à fait. Mais de toute façon, on va acquérir de bonnes habitudes. Donc l'idée, c'est de commencer par équilibrer ses assiettes du midi et du soir en mettant au moins dans la moitié de son assiette des légumes, un quart en protéines, un quart en féculents. On pourra en dessert prendre du fromage qu'on limitera peut-être à 1 fois par jour ou un autre produit laitier ou végétal et un fruit frais. Pour le petit-déj? Alors, pour le petit déjeuner, on peut opter pour une version salée avec du pain complet, une protéine, pourquoi pas du jambon, du saumon, du fromage. Des œufs? Des œufs aussi, tout à fait, Tu exactement. prends quoi, toi, pardon, tu prends quoi au petit-déj? Moi, je suis team salé le matin. Petit salé. Petit salé aux lentilles? Ouais. Non, c'est vrai? Bah, j'ai le droit. Ben oui, Ouais. pourquoi pas. On y ajoutera un apport en lipides, soit en beurre ou en purée d'oléagineux, et on pourra manger un fruit frais. Pour une version sucrée, on mettra toujours du pain complet, du beurre ou un fruit oléagineux, miel ou confiture et un fruit frais. Alors, il y en a plein qui ne prennent pas de petit-déj le matin, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit qu'ils n'ont pas faim, bref, ils ne sont pas réveillés. On dit que c'est un problème parce qu'on va avoir un coup de fringale à midi, mais il y en a qui le supportent très bien. C'est ça. Ceux qui le supportent très bien ne sont pas obligés de prendre de petit déjeuner. S'il n'y a pas ce petit coup de pompe en milieu de matinée, ils répartiront à ce moment-là leurs apports sur les autres moments de la journée. D'accord. On résume en 3 points clés ce que tu nous as dit, comme à chaque fois. Alors, pour une perte de poids en harmonie avec son corps, on évite les régimes restrictifs, on préfère une alimentation équilibrée et on prend surtout son temps. Voilà, prends ton temps. Et n'oublie pas, écoute ton corps. Voilà, tu as des questions pour… Oui. J'ai là. Alors, ma première question, Myriam, c'est la question de Isaac qui dit, voilà, c'est un témoignage. Je veux bien manger sain et équilibré, mais je n'ai pas les moyens d'acheter des produits bio et frais tout le temps. Comment faire malgré tout pour avoir une alimentation saine? Alors, on n'est pas obligé de manger tout bio pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Une alimentation saine et équilibrée, c'est avant tout une alimentation variée. Donc, chacun pourra faire en fonction de son porte-monnaie. Là où il faut être très vigilant aujourd'hui, c'est que les publicistes et les industriels ont bien compris notre intérêt pour les produits sains aujourd'hui. Et on a beaucoup de nouveaux produits qui arrivent sur le marché avec un beau packaging, mais à y regarder de plus près, en général, ils sont très sucrés, pleins d'additifs et de produits des fois plutôt Le Nutri-Score, c'est bien. Alors, attention. Il faut apprendre à lire les étiquettes. Moi, je pense que c'est quand même le plus important parce que finalement, ce fil, un feu rouge, un feu vert, tu auras peut-être un feu rouge sur une plaquette de beurre, mais tu ne vas pas manger la plaquette de beurre entière. D'accord, mais bon, après, il y a des choses qui paraissent logiques, mais ça aide quand même le A, B, C, D, E. Oui, je pense, oui, ça ouvre déjà pas mal de choses et je pense qu'il faut pousser les gens à lire plus loin quand même que ça. À aller plus loin, mais je pense qu'il faut aussi… pourquoi pas boycotter ceux qui ne mettent pas, ceux qui refusent le Nutri-Score. Clairement. Il y a des industriels de l'alimentation qui ne jouent pas le jeu, qui ne mettent pas sur les paquets ou sur les boîtes le Nutri-Score parce qu'ils ne veulent pas et il faut les boycotter ceux-là. Parce que ça reste quand même une indication. Une autre question, Zach? Non, tout à fait d'accord. Les boycotter et également utiliser, il y a des applications qui quand même malgré tout te donnent… Il faut faire attention aux applications aussi parce que comme les Yuka ou les… alors je ne pensais pas à celle-là, mais j'en donnerai une autre plus sérieuse. Maria nous demande comment se sevrer du sucre, se désintoxiquer de tout ce chocolat ingurgité depuis mars. Alors, pour répondre à Maria, clairement, j'aurais plus de questions à lui poser en fait. Parce qu'il faut s'intéresser à son alimentation pour savoir pourquoi elle est attirée par ce sucre. Est-ce qu'elle mange suffisamment? Est-ce qu'elle mange des féculents à chaque repas? Voilà. Est-ce qu'elle mange parce qu'elle s'ennuie ou parce qu'elle a des émotions qui font qu'elle craque dans le sucre? Donc c'est difficile de généraliser, mais vraiment si on comprend la source qui amène, on peut aider plus facilement cette personne. Ma dernière question, une question que je partage avec Louise. Si je fais du sport tous les jours, est-ce que je peux manger des burgers et du chocolat tout le temps? Alors, déjà, on fait du sport pour se faire plaisir et pas dans l'intention de brûler le burger qu'on a mangé à midi. Mais du coup, on peut un peu ou pas? Oui, on a le droit de se faire plaisir. T'en manges? Des burgers et du chocolat? Bah bien sûr. J'adore ça. Et tu fais du sport, et tu penses qu'en faisant du sport, ça te donne le droit? Alors j'ai bien conscience que j'ai regardé l'étiquette, le Nutri-Score. Je sais très bien qu'il faut faire une semaine de sport pour brûler un burger, mais bon.
Non, il ne faut pas exagérer. Si je fais du sport tous les jours. Ouais, non. Non, Il ne faut pas exagérer Je non dirais à plus. Louise que c'est peine Mais perdue. ça peut être pervers en fait. Ouais. Voilà. Essayons de rassurer Zach. C'est ça. Merci beaucoup Myriam. On va parler maintenant de la peau parce que tu sais qu'il y a un rapport entre l'alimentation et la peau. On va en parler avec Audrey. Salut Audrey. Bonjour. Bonjour Audrey Audrey. qui est notre dermatologue. Bonjour, Ta Zach. première participation à l'hebdo, tu rentres dans la team Dr Good, tu Avec seras plaisir. notre dermatologue. Oh, bah, je me mets à ta place, oui. Donc, notre peau, on ne le sait pas assez, hein, c'est un organe qui est très sensible à ce qu'on mange. Tout à fait. Effectivement, il y a plein d'aliments qui sont à la fois bons pour la santé et bons à manger. Et donc, on peut prendre soin de sa peau simplement, sans régime restrictif ou compliqué, à tout âge et pour tout type de peau. Et on va commencer par ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'acné. Une acné Une acné. Une acné, à chaque fois que je me plante. C'est terrible. Hein. 12 ans d'études et je me plante sur… là. Non, mais c'est chiant. C'est chiant. Donc l'acné qui touche pas seulement les jeunes d'ailleurs. Effectivement, l'acné, ça concerne les adolescents, mais aussi les adultes. Et l'hygiène de vie est très importante. Donc, outre le fait d'arrêter de fumer, les aliments peuvent jouer un rôle aggravant dans l'acné. On pense en particulier au sucre rapide. Donc, que ce soit les sodas, les jus de fruits, surtout industriels, les bonbons, les desserts, Le les sucre gâteaux. raffiné, le sucre blanc. Le sucre blanc, donc le sucre blanc dans les plats ou dans les plats sucrés qu'on mange aussi. Effectivement, il y en a aussi dans le pain et les pommes de terre bouillies. Et ce sont des aliments qui font augmenter rapidement le taux de sucre dans le sang. On dit qu'ils ont un fort index glycémique. Et c'est le cas pour les fruits aussi? Oui. Surtout les jus de fruits, non? C'est le cas pour les fruits, bien sûr, ils contiennent du sucre, mais ils contiennent également tellement de bons nutriments comme des vitamines, des antioxydants Et les qu'il fibres. faut pas, et des fibres, voilà, qu'il ne faut pas s'en priver, ou juste éviter de rajouter du sucre sur des fraises, etc. Comment ça se passe quand on mange du sucre? Quel est le rapport? Comment il fait pour faire pousser les boutons? Eh bien, en fait, le sucre a une activité, les sucres rapides ont une activité pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser les boutons rouges de l'acné et par un effet indirect hormonal, ils augmentent aussi la sécrétion de sébum et ils favorisent le fait que les pores se bougent facilement. On dit aussi, puisqu'on reste dans les porcs, on va parler des graisses animales. Elle est pour moi celle-là. Les graisses animales jouent aussi un rôle. Les graisses animales, que ce soit dans les viandes, les poissons, les produits laitiers, c'est notre principale source d'exposition aux dioxines. Or, la peau a un rôle important de détoxification dans l'organisme. Pardon, sans couper, on peut avoir une définition simple de dioxine? Moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est deux oxynes. Et du coup, une oxyne? Ce sont des toxines chlorées qui sont produites par surtout la combustion incomplète. Donc ça peut être produit naturellement dans des incendies ou ça peut être produit industriellement. Ce sont des produits, on va dire, de dégradation des industries chimiques ou surtout des incinérateurs. Donc des incinérateurs de déchets, etc. Dioxine, mauvais pour la santé. Mauvais pour la santé. Bah oui, dioxine, Céveso par exemple. Ah, mauvais Tu te pour la souviens de santé. Céveso? Non. Non. C'était une Tu étais usine pas en né? Italie qui avait relargué par erreur une grande quantité de dioxine dans une rivière et toutes les populations en aval avaient été impactées. Donc on va revenir avant qu'on soit interrompu par Zach, on parlait des effets des graisses animales, oui. Non? Donc oui, les graisses animales, que Ouais. ce soit dans les viandes, les produits laitiers ou les poissons, c'est notre principale source d'exposition aux dioxines. Or, la peau a un rôle de détoxification important dans l'organisme, comme le foie ou les reins. Et donc, quand il y a des toxines, comme les dioxines, qui sont apportées en excès, les glandes sébacées vont travailler pour éliminer ces toxines, et donc ça favorise de l'acné. On se souvient de l'opposant politique ukrainien qui avait été empoisonné en 2004 par des dioxines et qui avait développé une acné très sévère, défigurante à cause de ça. D'ailleurs, il a des cicatrices plein le visage. Finalement, pour éviter tout ce qui est mauvais pour la peau, il faudra être vegan, quoi. C'est malheureusement pas la solution miracle parce que dans les végétaux, il peut y avoir des toxines aussi. Je pense aux mycotoxines qui sont des toxines produites par des champignons qui peuvent contaminer des céréales, des oléagineux, des fruits secs qui sont dangereuses pour la santé aussi. Donc finalement, la solution, c'est plus d'avoir une alimentation variée pour éviter que notre corps reçoive une grande quantité d'un aliment ou une toxine qu'il aurait du mal à gérer. Alors, on a vu tout ce qui était mauvais. Il y a des choses qui sont bonnes pour la peau dans l'alimentation ou pas? Alors, il n'y a pas d'aliment parfait en lui-même qu'on pourrait manger uniquement. C'est comme il n'y a pas d'homme parfait, enfin, sauf Michel, bien entendu, pas ni de... Audrey, tu reviendras. Je te confirme que tu fais partie de la team. Voilà quelqu'un qui ni de sait parler. femme parfaite, mais...
Mais le secret d'une alimentation saine, comme le disait Myriam, c'est la variété. C'est le fait de manger des fruits et légumes de saison toute l'année, de manger de la viande 2-3 fois par semaine si possible, du poisson 2 fois par semaine et alterner les huiles végétales pour bénéficier de tous les nutriments essentiels. Un petit mot sur la vitamine D quand même? Oui, la vitamine D, elle fait partie des nutriments presque essentiels, mais la peau, le corps arrive à en fabriquer dans la peau par l'exposition au soleil. Alors en France, quand on a un phototype clair, 15 minutes visage et avant-bras suffisent à fabriquer suffisamment de vitamine D. Au-delà, on dégrade la vitamine D produite et on abîme sa peau, donc c'est pas très intéressant. Et pour moi, parce que je suis pas phototype clair? Alors pour toi, il faut s'exposer un petit peu plus longtemps puisque ta mélanine naturelle va en fait empêcher que les UV atteignent ta peau. C'est pour ça que les personnes avec un phototype foncé ont plus tendance à avoir des carences en vitamine D dans les pays scandinaves par exemple. Voilà. Et tu as une question sinon? Oui, j'ai 2 questions. J'ai une question d'Isabelle qui te demande est-ce utile à ma routine beauté d'ajouter des compléments alimentaires? Pas forcément, parce qu'on le disait à l'instant, il ne faut pas se focaliser sur des détails, que ce soit tel acide gras, telle vitamine. Il faut d'abord se poser la question des priorités. Est-ce que la personne est en obésité? Est-ce qu'elle est sédentaire? Est-ce qu'elle fume? Ça va être 3 points importants. Et finalement, les compléments alimentaires, il ne faut pas en attendre une amélioration radicale, ni de son état de santé, ni de l'aspect de sa surtout quand on parlait d'équilibre alimentaire ou d'alimentation variée avec Myriam tout à l'heure, normalement, si on a cette alimentation équilibrée, on n'a pas besoin de compléments alimentaires dans son alimentation. D'accord. Ils peuvent servir dans une période, ça peut correspondre à un terrain, un problème particulier sur une période donnée. Oui, la vitamine D par exemple, ça on peut en avoir besoin si on est en carence, mais il faut faire un dosage. Très bien. Autre question, Zach. Et ma dernière question, c'est celle d'Antoine qui te dit « J'ai une poussée de boutons chaque fois que je mange du chocolat et de la charcuterie. Pourquoi ?» Et voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui se sentent allergiques au chocolat et à la charcuterie. C'est la fameuse tradition, la légende urbaine sur le chocolat. Alors, on pense tous à ces aliments-là, mais en fait, ça ne ressort pas statistiquement dans les études cliniques sur le lien entre alimentation et acné. Donc, on s'orienterait, comme on le disait tout à l'heure, plutôt sur les sucres rapides. Cependant, si la personne a identifié un lien, une exacerbation de son acné après avoir mangé du chocolat ou de la charcuterie, rien ne l'empêche de d'éviter ces aliments. Ok Antoine, plus de chocolat. Alors, 3 conseils clés pour terminer sur l'alimentation et la peau. Il faut surtout essayer de varier son alimentation. Ça peut être juste se dire comment changer sa liste de courses, parce qu'on achète souvent la même chose au supermarché. Et puis le dernier point, privilégier les fruits, les légumes de saison, plutôt que des produits venus de l'autre bout du monde qui auront perdu leurs vitamines pendant le trajet. Merci beaucoup. Donc on te retrouvera très très vite, Audrey, en tant que dermato-conseil de la team Dr Good. On va parler maintenant de la femme enceinte avec un nombre d'idées reçues considérable sur l'alimentation. Bonjour Charline. Bonjour Zach. Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur la femme enceinte et l'alimentation, entre les choses qu'elle ne doit pas manger, celle que la fameuse fraise dont on a envie à 4 h du matin, enfin toutes ces conneries, ce sont des conneries franchement. En tout cas, les femmes enceintes ont parfois des envies brutales. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on entend souvent, exactement, on entend j'ai envie de fraise, ça peut être de tout. Hein. Les envies, les goûts changent avec les hormones. Donc envie de fraise peut-être, envie de chocolat, envie de cornichon. Alors, première idée reçue, il faut manger pour 2 pendant la grossesse. Eh bien non, on voudrait bien, hein, ce serait l'occasion dans la vie de manger pour 2. Et non, il est déconseillé de manger pour 2 d'ailleurs pendant la grossesse. Quand même, pour rappel, un bébé qu'on porte dans son ventre n'est pas très gros. Quelques grammes en début de grossesse, 500 grammes en milieu de grossesse. 3 à 4 kilos en fin de grossesse, non, ça ne vaut pas une deuxième assiette, désolée mesdames. Et en plus, manger trop, ça peut aussi avoir des conséquences négatives sur la grossesse, une prise de poids importante qui peut compliquer l'accouchement et également une prise de poids trop importante pour le bébé. Donc on ne mange pas 2 fois plus, mais on mange 2 fois mieux. On n'a pas plus faim quand on est enceinte. Alors on peut avoir plus faim, on peut avoir aussi beaucoup de fatigue qui crée des envies de manger et c'est là où ça vaut le coup justement d'écouter tous les conseils que Myriam a donnés pour plutôt manger mieux plutôt que plus. Certaines femmes perdent du poids en début de grossesse. Ouais, ça arrive, ça c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de femmes parce qu'on en parle peu et pourtant ça arrive assez souvent chez des femmes en surpoids mais pas que, notamment à cause des nausées de début de grossesse et justement les histoires de changement de goût. Voilà. Au premier trimestre, heureusement, c'est des choses qui changent ce sont des choses qui s'améliorent
avec le deuxième trimestre. Et généralement, ça passe, c'est la prise de poids courante. Et c'est pas parce qu'elles vont perdre du poids au début qu'elles vont en prendre 20 pendant la grossesse? Exactement, non, pas forcément. Ça n'a pas de lien? Non, ça n'a pas de lien. En fait, la prise de poids pendant la grossesse, ça dépend surtout du poids initial. Quand on a des kilos en trop, on prend moins de poids. Quand on n'en a pas beaucoup, on en prend plus. Une femme qui est immunisée contre la toxoplasmose peut-elle manger du poisson cru? On rappelle ce que c'est, la toxoplasmose? Alors, la toxoplasmose, c'est une infection qu'on peut attraper dans sa vie, pas forcément pendant la grossesse, qui peut qui passe un peu inaperçue, mais pendant la grossesse, en l'occurrence, ça peut avoir de graves conséquences chez le nouveau-né. Donc, du coup, on ne veut pas que la femme enceinte attrape la toxoplasmose. Oui, c'est-à-dire que si, en général, on est immunisé en ayant mangé tout un tas de choses, mais une fois qu'on est immunisé, il n'y a pas de risque. Ce qu'il ne faut pas, c'est ne pas avoir la toxoplasmose en début de grossesse et la contracter pendant la grossesse. Exactement, c'est ça. Exactement, on ne veut pas la contracter pendant la grossesse. Du coup, on se dit, si je suis immunisée, je n'ai pas de risque, je peux manger du poisson cru, je peux manger des sushis. Eh bien non, parce qu'en fait, il y a une autre maladie dont on parle moins que la toxoplasmose, c'est la listériose. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas être immunisé contre la listériose, donc on est toujours à risque. Et la listériose, eh bien pareil, ça peut entraîner des complications, une infection grave chez la mère, une infection grave chez l'enfant, un accouchement prématuré. Et du coup, on évite de manger des fromages à pâte molle, de la charcuterie pendant la grossesse, du poisson fumé, mais également il faut bien laver ses légumes et bien cuire ses viandes et ses poissons. Donc les sushis, c'est interdit à cause de la listériose. Une patiente végétarienne doit manger de la viande pendant la grossesse pour faire le plein de fer? Eh bien non, ça c'est une crainte que beaucoup de végétariennes ont. L'apport en fer peut être retrouvé dans d'autres origines que les aliments, que les sources animales. Ça peut être les légumineuses telles que les lentilles, ça peut être les oléagineux tels que les noix, les amandes ou les légumes verts, les fameux épinards. Donc non, encore une fois, comme l'a dit Myriam, une alimentation équilibrée et on a tout ce qu'il faut. Tu bois du café, toi? Beaucoup. Combien par jour? Par jour, 3-4. Ah, c'est 3 ou 4? Ça dépend des jours. Par exemple, quand je fais une émission Dr Good, je suis à 5. Tu es à 5. Non, tu dépasses ces 3 tasses par jour, pas plus, sinon au-delà, c'est excessif. Sur le plan de la santé, et on va voir, est-ce que c'est mauvais ou non de boire du café pendant la grossesse? Pendant la grossesse, on a le droit de boire du café, pas en excès. 3 tasses, ça va. Mais plus, quand on dépasse 5 tasses, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'allaitement d'ailleurs aussi, on remarque que ça peut un peu exciter les bébés et même donner des troubles du rythme. Donc, on dépasse pas les 3 tasses. Ouais, du rythme cardiaque, pas du rythme. Non. non. Tu peux le refaire. On a besoin d'un gif. Voilà. Oui, merci. Les 3 conseils à retenir pour l'alimentation de la femme enceinte. Oui, tout à fait. Donc, 3 conseils à retenir pour l'alimentation de la femme enceinte. Évidemment, on évite les produits à risque de toxoplasmose et de listériose. On ne mange pas pour 2, mais on mange 2 fois mieux. Et quand même, on n'oublie pas que le petit plaisir de temps en temps, ça fait partie de l'équilibre aussi. Merci Miss Charline. Et on va terminer par le geste santé de la semaine. J'avais une petite question. Ah, t'as une question? Mais vas-y. Une petite question. Ah, eh bien, je t'écoute. Une question de Coralie qui était toute peinée parce qu'elle se sent… non, elle était toute peinée parce qu'elle me dit « Je fais du diabète de grossesse, est-ce que c'est de ma faute ?» Ouais, ça, il y a beaucoup de femmes qui pensent que c'est de leur faute. Non, le diabète de grossesse, c'est vraiment un changement, on va dire, physiologique qui peut arriver chez certaines femmes pendant la grossesse. Il y a ce qu'on va appeler des facteurs prédisposants. Certaines femmes sont plus à risque, mais non, ce n'est pas parce qu'on a mangé trop de sucre hier qu'on fait un diabète de grossesse. Mais maintenant qu'on en fait un, par contre, on fait encore plus attention à son alimentation, évidemment. Merci pour Coralie. Merci beaucoup, beaucoup. Charline. On va terminer par le geste santé de la semaine. Au cours des derniers mois, on a été souvent acteurs d'élan de solidarité, notamment, vous le savez, pour les soignants, par exemple. On les aidait, on leur apportait des choses dans les hôpitaux, on essayait on les applaudissait le soir à 20 h un peu partout dans les grandes villes. On va parler de la solidarité, mais de celle qui s'exerce toute l'année. Puis on est le 17 octobre prochain, c'est la journée du don d'organes, une bonne façon de donner de soi. Et puis on va parler du don de soi, l'altruisme qui peut se manifester de plusieurs façons. C'est ce qu'Emmanuel a voulu évoquer cette semaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour Michel, bonjour Zach. Bonjour Emmanuel. Notre coach de vie, on va parler du don de soi.
Alors, on a pu percevoir ces derniers mois un visage bien plus altruiste de notre société que ce qu'on considère en général. Hein. On a tendance à se considérer comme assez individualiste. Et en fait, en réalité, nous avons un Français sur 4 qui est bénévole actif dans une association. À cela se rajoutent les 11 millions d'aidants familiaux, donc vraiment des personnes courageuses qui ont choisi d'aider des personnes dépendantes parmi leurs proches. Et puis il y a également toutes les personnes qui ont choisi l'altruisme dans leur cœur de métier. Alors on pense aux soignants, mais il y a également les employés de l'action sociale, les personnes qui travaillent dans les écoles, dans les maisons de retraite, vraiment, et j'en passe. Donc même si on a des progrès à faire, c'est vrai que c'est important de voir déjà tout cet altruisme qui existe. Et on est altruiste parce qu'en fait, faire du bien aux autres nous fait du bien. Ça nous donne un sentiment d'utilité, ça crée plus de sens dans nos vies. Les études ont même montré qu'un seul geste altruiste permet finalement de diminuer la douleur physique d'une personne. Et parmi les bénévoles, on constate moins de dépression que parmi le reste de la population. Donc oui, l'altruisme nous fait du bien. Donc vraiment, écoutons nos élans du cœur. Nous pouvons devenir bénévoles dans une association. Pensez aussi évidemment au soutien financier parce que les associations en ont vraiment bien besoin. Il y a également toute cette façon en fait, d'être généreux au travers de nos gestes au quotidien. Notre tissu social en a là aussi vraiment bien besoin. Qu'on puisse aider nos proches, nos voisins, nos écoles, nos quartiers. C'est extrêmement précieux au niveau vraiment du ciment de notre société. Par contre, je vous invite vraiment à éviter les deux grands pièges de l'altruisme. Le premier, c'est que l'altruisme, ce n'est pas le sacrifice. C'est important de faire le distinguo. Donc veillez à votre équilibre, veillez à ne pas vous épuiser parce que vraiment l'amour des autres se construit sur un socle d'amour de soi. Ensuite, l'altruisme, c'est quelque chose de désintéressé. Donc si on fait du bénévolat pour rajouter une ligne sur son CV, on n'y est pas du tout. Donc vraiment, cherchons simplement le bonheur d'aider. Ensuite, l'altruisme, c'est apporter de l'aide mais sans s'imposer. Donc, soyons vraiment à l'écoute des personnes et de leurs besoins réels. Ne leur apportons pas une aide forcée parce qu'on va les faire se sentir mal et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Et puis un dernier point, si vous avez déjà un quotidien stressé, en train de vous occuper du travail, des enfants, de la maison, surtout ne culpabilisez pas par exemple de ne pas être bénévole dans une association. Voyez plutôt comment cultiver des gestes généreux dans votre quotidien. Parfois, vous voyez, un sourire, un mot gentil, ça peut illuminer la journée d'une personne et ça aussi, c'est de l'altruisme. Merci beaucoup Emmanuelle pour ces précisions sur l'altruisme et le don de soi. C'est la fin de cet hebdo. J'espère que vous avez passé un bon moment. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de tout nouveaux sujets. D'ici là, n'oubliez pas que vous allez sur les réseaux sociaux de Dr Good et Zach, notre sentinelle, regardera et vos questions qu'il transmet aujourd'hui par exemple, et puis c'est les commentaires que vous pourrez faire sur l'hebdo. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.